Cela fait maintenant 7 ans que j'investis en bourse et dans cette vidéo, je vais vous montrer concrètement combien cela m'a rapporté. En plus de l'évolution de mes gains boursiers, on va également voir l'évolution de mon patrimoine, de la performance de mon portefeuille par rapport au S&P 500 et on terminera avec les objectifs pour cette nouvelle année 2025. Si comme moi, vous aimez bien vous faire des petits fichiers d'évolution pour voir si concrètement vous progressez financièrement parlant, je vous mets dans la description le lien vers le Google Sheet que je vais utiliser pour illustrer tous les graphiques que je vais vous montrer dans cette vidéo. Alors on démarre tout de suite avec l'élément le plus simple, c'est celui pour moi qui permet de voir tout de suite si on a progressé financièrement parlant d'une année sur l'autre, le patrimoine. On regarde simplement combien on avait au 1er janvier 2024, on regarde combien on a au 1er janvier 2025 et on espère qu'entre les deux, il y a eu une progression. Alors si vous avez des biens immobiliers, le calcul sera peut-être un petit peu plus compliqué puisqu'il va falloir faire estimer vos biens et également retirer dans le calcul de vos patrimoines vos éventuelles dettes. Mais si comme moi, vous n'avez pas d'immobilier, ça sera plutôt simple. En fait, il faut juste aller relever vos différents comptes bancaires. Vous voyez que mon patrimoine, à moi, il consiste simplement en 13 comptes bancaires. Donc c'est très simple, hein. Chaque mois, je vais relever le montant d'euros qu'il y a sur chacun de ces comptes bancaires et je vais juste, vous voyez, répartir entre qu'est-ce qui est investi et qu'est-ce qui est en cash. Et je fais également une différence, le cash pro et perso. À la fin, ça me permet d'obtenir ce joli petit fromage qui, vous voyez, est très concentré, puisque j'ai 18% de mon patrimoine qui est en cash et 82% de mon patrimoine qui est en actions. 929 000 euros d'actions et 205 000 euros de cash. Les adeptes de la diversification ne vont pas être très contents car en effet, je n'ai pas d'immobilier, je n'ai pas de crypto-monnaie, je n'ai pas d'or. Je pense que pour développer son patrimoine, c'est important de se concentrer sur les actifs qu'on maîtrise le mieux. Et moi, clairement, l'actif que je maîtrise le mieux, ce sont les actions en bourse. Et c'est pour ça que j'ai 82% de mon patrimoine dessus actuellement. Et à côté de ça, évidemment, je garde une poche de cash pour pouvoir saisir d'éventuelles opportunités sur le marché et également avoir de la flexibilité dans ma vie, aussi bien en pro qu'en perso. Bon, la répartition, c'est intéressant, mais ce qui est surtout motivant et excitant, c'est l'évolution de ce patrimoine, en particulier si, comme moi, vous le mesurez depuis maintenant plusieurs années. 2024 a vraiment été une année record pour moi, plus 47% sur mon patrimoine. Et surtout, j'ai atteint le fameux palier du million d'euros de patrimoine. Je suis très content parce que c'était justement l'objectif que je m'étais fixé dans la vidéo bilan de l'année dernière. Je vous disais, voilà, j'ai 772 000 euros de patrimoine en 2023. Ça serait top que pour mes 30 ans, j'atteigne le million d'euros de patrimoine. Et je suis ravi de voir que j'ai bien atteint cet objectif. Je l'ai même dépassé de plus 134 000 euros. On a donc un gain total entre 2023 et 2024 de 362 000 euros sur mon patrimoine. Alors forcément, la question suivante qui se pose, c'est d'où est provenu ces gains de plus 362 000 euros. Donc évidemment, il y a une partie qui est provenue de mon épargne. Vous voyez que 2024 n'a pas été la meilleure année pour moi en termes d'épargne, mais on reste quand même sur des montants intéressants, plus 129 000 euros. Mais en réalité, ce qui a le plus contribué à l'explosion de mon patrimoine sur cette année, ce sont mes gains boursiers, plus 218 000 euros sur cette année 2024. Et je vous avoue que ça m'a pas mal surpris parce que la bourse m'avait habitué à un effet yo-yo. Une année en baisse, une année en hausse, une année en baisse, une année en hausse. Et heureusement, comme je vous disais dans le bilan de l'année dernière, vous voyez que les années de baisse étaient quand même bien moins importantes que les années de hausse. Ok, je perds 5 000 euros en 2020, mais je gagne 57 000 euros en 2021. Donc là, 80 000 euros de gains en 2023. Je me disais, il y a moyen, Roman, qu'en 2024, tu perdes 10, 15 000 euros. Et en réalité, c'est pas du tout ce qui s'est passé. La bourse a enchaîné avec de nouveau une année en hausse. Et je me retrouve avec plus 218 000 euros de gains. Donc là, on voit vraiment la puissance des intérêts composés. Vous voyez que chaque année de gains qui a été réalisée a été de plus en plus important parce que j'avais mis plus d'argent et forcément, plus d'argent qui travaille. L'argent attire l'argent. Et vous voyez que ma première année de gains, c'était 14 000, puis 57, puis 80 et maintenant 218. Lorsqu'on démarre d'investir en bourse, on nous répète souvent qu'il faut s'attendre à un rendement moyen situé entre 8 et 10% par an. Mais lorsqu'on regarde la réalité du terrain, là je vous ai affiché sur ce graphique la performance du S&P 500 entre 1930 et 2024, vous voyez que c'est finalement très rare les années dans lesquelles on obtient vraiment 10% de performance. On est souvent bien au-dessus, comme cette année 2024 avec plus 23% sur le marché, et souvent on est bien en dessous avec des années où il se passe soit quasiment rien, soit évidemment des années en baisse. Vous voyez ici les 3 années de baisse de l'explosion de la bulle des années 2000. Vous voyez également en 2008 le moins 50% et encore plus récemment la baisse suite à la hausse des taux d'intérêt de 2022 avec un moins 30%.
Voilà, ce qu'il faut vraiment savoir en bourse, c'est que ça fluctue et que oui, sur le long terme, on va avoir cette performance de 8-10% par an, mais quand on projette comme ça sur 1 an ou 2 ans, on peut vraiment pas trop savoir ce qui va se passer. Ça peut s'enchaîner plusieurs années consécutives de hausse, on peut aussi avoir plusieurs années consécutives de baisse. Faut y être vraiment préparé et à nouveau, comme d'habitude, investir sur le long terme pour pouvoir finalement se retrouver gagnant de l'autre côté une fois qu'on a attendu 5-10 ans. Donc voilà, moi en tout cas, je suis préparé pour que l'année 2025 soit une perte. Je suis complètement OK avec ça, ça m'est déjà arrivé. Et ce qui est bien, c'est que maintenant que mon portefeuille est en gain, forcément, les pertes, j'arrive à plus facilement les accepter. Vous voyez que si on fait une évolution cumulée de mes gains, eh bien, la première perte que j'ai prise en 2018, elle fait mal parce qu'elle met mon compte dans le rouge. Mais les pertes suivantes de 2020 et 2022, vous voyez que forcément, elles font moins mal puisque le portefeuille reste dans le positif. Donc, à voir en 2025 si les marchés chutent, de combien et combien je perdrai de ces 355 000 euros qui à nouveau ne sont pas des gains réalisés. Il y a une partie de ces gains que j'ai pu encaisser, que j'ai pu me reverser, mais il y a la grande majorité de ces gains qui sont en attente. Donc on va voir comment ça va se passer, mais comme disent les Anglais, so far so good. Pour l'instant, tout roule. Bon, c'est superbe de vous montrer 350 000 euros de gains, mais évidemment, ces gains, ils ne sont pas tombés du ciel. Il a fallu que je dépose de l'argent sur mon courtier et ça de manière régulière pour que justement ces gains puissent se construire et s'accumuler avec le temps. 2024, vous le voyez, c'est encore une année record pour moi. Ici, j'ai déposé 215 000 euros sur mes comptes Interactive Broker. Et clairement, pour 2025, il va falloir que je réduise ce montant de dépôt-là puisque je vous disais que mon épargne était de 129 000 euros. Donc, j'ai déposé un peu plus cette année, notamment car j'ai décidé de faire fructifier une grande partie de mon cash perso directement sur Interactive Broker. Donc, avant, cet argent était sur d'autres comptes d'épargne de type livret. Et désormais, je les ai mis sur Interactive Broker parce que je trouve que la rémunération est intéressante. Voilà un tableau qui récapitule bien les choses. En rouge, vous avez l'évolution du montant total que j'ai déposé sur mes comptes de bourse. Et en vert, vous avez l'évolution de la valeur de mes comptes plus les montants que j'ai retirés. Donc la partie qui est verte, c'est évidemment du gain. Et donc les 300 000 euros sont juste ici. On voit qu'au début, j'ai vraiment galéré à séparer ces deux courbes. Il m'a fallu du temps et une fois que j'ai trouvé la bonne stratégie, on voit à partir de 2021, ça commençait vraiment à se séparer. Et aujourd'hui, on a quand même une séparation assez intéressante entre les deux courbes. C'est ce qu'on veut. Évidemment, plus il y a de séparation, plus il y a de bénéfices. Si on récapitule tout ça en termes de chiffres, j'ai donc déposé depuis le début 693 089 euros en bourse. La valeur de mes comptes est aujourd'hui de 1 30 208 euros. J'ai retiré 18 786 euros, ce qui nous fait donc des gains totaux de 355 905 euros. On additionne donc la valeur des comptes plus les retraits et on enlève les dépôts. J'ai donc gagné 51% de la somme que j'ai déposée. J'ai déposé 693 000 euros et j'ai gagné 355 905 euros. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis vraiment content de cette performance. Attention, on ne peut pas dire que j'ai fait plus 51% en 7 ans parce que ces 693 000 euros, je ne les ai pas déposés au tout début en juin 2017. Les dépôts ont vraiment été irréguliers. Et même, ça m'handicape puisque vous voyez que le gros de mes dépôts, 80% de mes dépôts ont été réalisés sur les 3 dernières années. Et au contraire, les dépôts précédents étaient plus petits. Donc forcément, l'argent, les 16 000 euros qui ont été déposés en 2017, eux, ils ont eu le temps de bien fructifier. Mais les 215 000 euros que j'ai déposés cette année, ils n'ont pas du tout eu le temps de travailler en bourse. Et comme je vous l'ai dit, il y a même 100 000 euros qui sont encore en cash sur Interactive Broker. Donc eux, ils ne fructifient pas. Donc ce 51%, à nouveau, ce n'est pas vraiment une performance qu'on peut juger comme ça. Ça permet juste de voir un petit peu l'évolution par rapport au montant total que j'ai déposé. Mais pour calculer la performance, on en parlera un petit peu après la vidéo. Il va falloir utiliser les calculs un peu plus complexes. On peut quand même se faire une moyenne par rapport à ces dépôts, même s'ils ont été irréguliers. Il y a 91 mois qui se sont écoulés, ce qui nous fait donc une moyenne de 7 616 euros de dépôt par mois sur Interactive Broker. Donc je suis conscient que ça peut vous sembler énorme. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu un business qui a bien fonctionné. J'ai été dans un pays où la fiscalité a été assez basse et donc j'ai pu investir massivement. Et voilà un petit peu ce que ça a donné du coup pour moi. Mais je pense que ce qu'il est important de rappeler, c'est que la bourse fonctionne à toutes les échelles. Contrairement par exemple à l'immobilier, il va falloir un certain montant pour acheter un certain type de bien. Ici, ce que j'ai pu obtenir avec 7 000 euros par mois, vous auriez pu tout à fait l'obtenir avec 700 euros par mois et même avec 76 euros par mois. Et honnêtement, si j'avais déposé 760 euros par mois, donc en tout, j'aurais déposé 69 000 euros, j'aurais gagné 35 000 euros et j'aurais atteint le palier des 100 000 euros sur mes comptes de bourse. J'aurais été super content aussi. Pareil, si j'avais été étudiant, j'avais pu placer que 76 euros par mois en bourse pendant ces 7 dernières années,
à nouveau, j'aurais été content de gagner quand même 3500 € et d'avoir mon compte de bourse qui atteint les 10 000 €. Voilà, je pense que c'est vraiment important de ne pas se comparer aux autres, mais de vraiment se comparer à vous-même et de voir votre propre évolution. Et finalement, ce qui est motivant, c'est d'évoluer, peu importe d'où on part. Perso, je sais que ce qui m'a le plus motivé à continuer d'investir en bourse, c'est justement de franchir ces paliers. J'en vois 3 principaux, le palier des 10 000 €, le palier des 100 000 € et le palier du million d'euros. Donc moi, je me souviens vraiment chacun de ces paliers quand je les ai franchis. En 2016, j'ai atteint pour la première fois mes 10 000 € sur un compte bancaire. Donc à l'époque, j'investissais malheureusement pas encore en bourse, mais c'était quand même un palier psychologique pour moi de me dire voilà, tu peux gagner 10 000 €. C'était donc à l'été 2016 où j'avais eu mon premier site e-commerce qui fonctionnait. Donc c'est la première fois que je gagnais vraiment de l'argent en ligne, des sommes assez importantes. Et je me souviens que ça avait vraiment créé un déclic pour moi de se dire ok, bah, tu peux gagner des sommes importantes, c'est aussi possible pour toi. C'est pas réservé à une élite. Ensuite, les 100 000 €, ils ont été atteints en septembre 2019. Donc entre 2016 et 2019, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Et au bout d'un moment, je me suis dit, Roman, tu fais n'importe quoi. Il faut aussi que tu en gardes pour toi et que tu commences à investir. Et je me souviens que j'étais ravi de me dire, waouh, tu as pu mettre 100 000 € de côté pour ton futur. Ils sont là, ils sont en bourse, ils ne vont pas bouger, ils vont même fructifier avec le temps. Je me souviens que j'étais ravi d'avoir atteint ce palier du 100 000 € qui est vraiment un palier super important. Charlie Munger dit, voilà, faites le maximum d'efforts pour atteindre les 100 000 € en bourse. Après, les choses sont plus faciles. Et en effet, franchement, quand j'ai atteint les 100 000 € en septembre 2019, je ne m'attendais pas du tout que 5-6 ans plus tard, j'atteigne déjà le million et même 1,1 million d'euros. C'est vraiment ça qui m'a fait vriller en fait quand j'ai calculé mon patrimoine cette année. C'est de me dire que j'ai gagné 100 000 € en l'espace de 1 mois alors que ça m'avait pris peut-être 10 ans pour mettre ces premiers 100 000 € de côté. Donc là, on voit vraiment la puissance de l'argent. L'argent attire l'argent et maintenant, je comprends pourquoi les riches restent riches. Bon, du coup, forcément, il ne faut pas s'arrêter là. Je me dis millionnaire à 30 ans, pourquoi pas aller viser les 10 millions d'euros à 40 ans. J'aime bien cette idée de faire x10. Donc voilà, l'objectif est posé pour 2035. Je ne sais pas si encore je ferai des vidéos à ce moment-là, mais si je l'ai fait encore, eh ben, l'objectif est là. Ce qui est chouette aussi en franchissant ces paliers, c'est que vous allez débloquer des montants de revenus passifs. Quand vous avez 10 000 € par mois en bourse, vous pouvez vous retirer 30 € par mois. Quand vous avez 100 000, vous pouvez vous retirer 300 € par mois. Quand vous avez 1 million, 3 000 € par mois. Et si vous atteignez les 10 millions, 30 000 € par mois. Donc, c'est des montants que vous pouvez retirer de votre compte. Et d'après les études, votre compte de bourse ne devrait jamais tomber à zéro, même si vous retirez chaque mois ce montant-là. Donc, c'est assez puissant de se dire que voilà, moi aujourd'hui avec un compte à 1 million, je peux me retirer 3 000 € par mois et mon compte ne devrait jamais tomber à zéro. J'ai donc débloqué ce montant-là de revenus passifs pour l'éternité tant que les marchés boursiers continuent de monter. Donc voilà, le calcul est basé sur un retrait d'environ 4% par an de la valeur du compte. Et on l'a vu que la bourse fait entre 8 et 10% par an, même s'il y a des années de baisse et de fluctuations, normalement, vous devriez pouvoir retirer cette somme ad vitam aeternam. Je pense que c'est important de parler de revenus passifs parce que beaucoup de gens, quand ils investissent en bourse, c'est vraiment pour le futur, le très long terme, c'est ce qu'on répète tout le temps. Et on se retrouve un petit peu vite dans cette logique de se dire ouais, ben, j'épargne pour plus tard, pour plus tard, pour plus tard. On met sans arrêt à plus tard. Et finalement, c'est presque le moment où on va retirer l'argent de son compte de bourse. Ben, c'est un peu quand on sera vieux, quoi. 70, 90 ans. Voilà, c'est vraiment j'épargne pour ma retraite. C'est évidemment un objectif qui est louable, mais ce que les études montrent, et il y a un bouquin que j'ai lu cet été qui m'a vraiment ouvert aussi les yeux là-dessus, Die with Zero, c'est que les meilleures années pour dépenser son argent, c'est quand on a entre 40 et 60 ans. Quand on a moins de 40 ans, évidemment, ça serait un plaisir de pouvoir dépenser de l'argent, mais souvent, on n'en a pas encore assez, on rentre un petit peu dans la vie active, on a pas mal de dépenses, avec potentiellement des enfants, et voilà, on commence tout juste à grimper un peu les échelons au niveau de son taf. Et quand on a plus de 60 ans, le problème, c'est pas qu'on manque d'argent, c'est que souvent, on manque d'énergie, on a envie de faire des choses plus simples, plus posées. Je ne sais pas si vous le constatez vous aussi avec vos parents, mais par exemple mon père qui a dépassé la soixantaine, aujourd'hui voilà, il a beaucoup moins envie de voyager, il a beaucoup moins envie de bouger partout et de faire tout un tas d'expériences. Il a finalement besoin de beaucoup moins d'argent que ce qu'il avait peut-être anticipé quand il était plus jeune. Et c'est du coup pour ça que j'ai un peu du mal avec cette approche traditionnelle de l'investissement qui consiste à dire vous allez accumuler et investir le maximum d'argent durant toute votre phase de vie active, donc entre 20 et 65 ans.
Et ensuite, vous allez commencer à retirer votre argent, donc passer en phase de retrait pour enfin profiter de l'épargne que vous avez accumulée. Moi, je trouve que évidemment, c'est l'approche qui rend le plus riche, puisqu'on fait travailler le maximum d'argent possible. Mais le truc, c'est que est-ce que vraiment on va kiffer les années entre 70 et 90 ans? Alors, c'est toujours dur à dire parce que si ça se trouve, avec l'espérance de vie, demain à 70 ans, on sera en pleine forme. Mais aujourd'hui, à 70 ans, quand je vois les gens qui ont 70 ans, c'est pas forcément le meilleur moment où je voudrais avoir de l'argent à dépenser. Donc personnellement, j'ai décidé d'adopter une approche un peu hybride. J'essaie quand même d'investir le maximum que je peux en bourse, mais je me retire aussi dès aujourd'hui une partie de mes gains, donc entre 1 et 4% de mon compte. 4%, c'est le maximum. 1%, ça serait un bon début. Et ce que j'aime bien avec cette approche, c'est que ça me permet de profiter tout au long du chemin. Demain, si je me fais écraser par une voiture, je me dis bon, j'aurais quand même un petit peu profité de cet argent. Et surtout, je ne remets pas à plus tard sans arrêt le fait de commencer à kiffer, le fait de commencer à profiter, le fait de commencer à recevoir finalement des bénéfices par rapport aux efforts d'épargne que j'ai fournis. Alors je sais, en commentaire, certains vont me dire mais Roman, c'est purement psychologique. Si tu veux gagner plus d'argent, tu as juste à en envoyer moins en bourse et le dépenser directement. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien cette idée d'avoir mon épargne, d'acheter des actifs productifs avec cette épargne et vivre de ce que ces actifs productifs ils me produisent en termes de cash. Donc finalement, plutôt que de manger directement un œuf et de l'acheter avec mon salaire, je préfère acheter une poule qui me pond des œufs et manger les œufs que me pond la poule sans toucher à la poule étant les investissements en bourse qui continuent chaque année de me produire ces revenus passifs. Je trouve que c'est une approche beaucoup plus long terme et beaucoup plus serein. Je sais qu'en retirant ces 1-4% par an de revenus de mon compte, eh bien, je sais que mon compte continuera quand même de s'apprécier. Donc, je peux en profiter sans me sentir coupable. Et c'est donc pour ça que depuis 2022, j'ai commencé à me retirer des sommes. Vous voyez, j'ai commencé 2 000 € en 2022, 6 000 € en 2023 et 9 000 € en 2024. Si on refait le point cette année par rapport à la valeur de mon compte, 1,30 million, vous voyez les différents montants que je peux me retirer de manière mensuelle. Donc ça va 1%, 800 € par mois jusqu'à 4%, 3 000 € par mois. Donc on l'a vu, 4%, c'est vraiment le maximum que je peux retirer si je veux pas que mon compte tombe à zéro. Et si je retire ces 4%, ça me fait quand même un joli chiffre, 3 434 € par mois. On considère que la liberté financière, elle est atteinte lorsque ce chiffre de 4%, il est supérieur à votre montant de dépenses mensuelles. Bon, malheureusement pour moi, je suis un gros flambeur, plus 37% sur mes dépenses entre 2023 et 2024. Et je dépense actuellement 7 000 € par mois. Donc je ne suis pas encore à la liberté financière. Vous voyez que si je voulais vraiment avoir 7 000 € par mois grâce à la bourse, il faudrait que j'ai un compte qui soit à 2 90 000 € en bourse. Donc il y a deux solutions ici. Soit je baisse mes dépenses et du coup je deviens automatiquement libre financièrement, ou alors je ne suis qu'à 50% de l'objectif et il va falloir que je double encore ce montant-là pour être considéré 100% libre financièrement. Comme pour le patrimoine, je vous invite vraiment à calculer l'évolution de vos dépenses année après année. Ça prend un petit peu de temps chaque mois, ça va me prendre 1 à 2 heures de rentrer toutes mes dépenses pro et perso, mais je trouve que ça me permet d'avoir vraiment un bon suivi et surtout d'avoir une vision honnête de mes dépenses. Parce que je pense qu'on se fourvoie tous un peu là-dessus. Si je vous demande combien vous dépensez en moyenne par mois, vous allez toujours me dire un chiffre qui est inférieur à la réelle dépense que vous avez effectuée cette année. Voilà, moi si vous me posiez la question combien j'ai dépensé en 2024, je vous aurais dit, je pense entre 4 000 et 5 000 € par mois. Et en réalité, j'ai dépensé 7 000 € par mois. Parce qu'en fait, il y a plein de dépenses qu'on oublie, des choses sur lesquelles on va dépenser beaucoup. On va acheter un matelas, on va rénover une partie, on va faire des travaux. Et en fait, ça, il faut l'amortir sur un an. Et ça représente des sommes assez importantes. Donc moi, je trouve que de le mesurer, ça permet de bien de s'en rendre compte. Et surtout de voir que l'inflation, ce n'est pas forcément 5%, ça peut être aussi plus 30% si vous êtes plus ou moins dépensier et en fonction des catégories aussi dans lesquelles vous dépensez. Donc voilà, clairement, pour moi, il y a du progrès à faire là-dessus pour 2025. J'espère que ce montant de dépenses sera plus bas, notamment car en 2025, je vais rentrer en France, donc je pense que je serai plus posé, je vais moins voyager, donc j'espère que mes dépenses baisseront et que du coup, forcément, mon épargne augmentera aussi un petit peu. Donc je vous ai dit que je pouvais me retirer jusqu'à 3 434 € par mois avec mon compte de bourse à l'heure actuelle. Mais attention, parce que si je retire cette somme-là, certes, mon compte ne tombera pas à zéro, mais il ne va pas aussi beaucoup fructifier. Moi, j'ai envie qu'il continue de fructifier, donc je vais chercher un taux de retrait qui soit inférieur à ça. Souvent, je vais aller viser entre 1 et 2%. Je n'ai pas encore défini le montant exact, mais ça sera entre 800 et 1 700 € par mois. J'ai envie chaque année de retirer un petit peu plus que l'année précédente, mais j'ai aussi envie d'y aller doucement en se rappelant bien qu'il y a des années aussi où la valeur de mon compte peut chuter.
Donc je vais essayer d'être prudent et je pense partir sûrement sur un 800-900 euros par mois. Une autre solution, ça serait de se reverser tous les dividendes et les intérêts que j'ai reçus, parce que ça dépend un petit peu de la stratégie boursière que vous allez employer, mais généralement ces gains en intérêts et en dividendes, ils seront souvent proches des 1 à 2% par an de la valeur de votre compte. Si on prend l'exemple du compte Trade Republic de ma chérie, vous voyez que je suis content, hein, je l'ai mis à l'investissement à force de persuasion et vous voyez qu'elle s'y est mise sérieusement à partir de janvier 2023. Et aujourd'hui, 2 ans plus tard, elle se retrouve quand même avec un compte qui a une valeur de 8 534 euros plus 27% de gains. Donc si comme moi, elle souhaite bénéficier de revenus passifs, 2 solutions s'offrent à elle. Soit elle retire 1% de son compte, donc 83 euros qu'elle va simplement se reverser sur son compte courant, ou alors elle peut même se reverser 2% de son compte, ce qui ferait 167 euros de gains sur cette année. Mais une autre solution qui est aussi très simple, elle peut se reverser la totalité des dividendes et des intérêts qu'elle a reçus. En 2024, elle a reçu 22 euros de dividendes et 28 euros d'intérêts, ce qui fait un total de 50 euros. Et je vais justement lui envoyer ces 50 euros. À nouveau, je sais que c'est psychologique, mais je pense que ça lui fera plaisir de voir que, ok, concrètement, oui, je fais des efforts d'épargne. Elle envoie, je crois, 400 euros par mois sur Trade Republic. Donc, j'épargne. Il y a quand même à la fin d'année quelque chose qui tombe et c'est un petit plaisir, c'est la cerise sur le gâteau, mais on se dit, ok, c'est 50 euros, ça fait plaisir. On va se payer un petit restaurant, un petit truc sympa et se dire, ok, la bourse, ça fonctionne. J'ai envie de continuer à le faire sur les 10 prochaines années parce que c'est ça le plus important, hein, c'est de continuer à le faire. Et donc, ce petit argent, cette petite motivation, je trouve qu'elle fait vraiment la différence. Moi aussi, cette année, je vais me reverser mes dividendes. Mais malheureusement, comme vous le voyez sur le graphique, ça va être moins sympa qu'en 2023 puisque je n'ai touché que 3 799 euros de dividendes en 2024. Moins 45%. Je vous avoue que ça me fait vraiment mal au cœur de regarder ce graphique parce que dans les anciens bilans, je vous disais que l'avantage justement des dividendes, c'est que c'était des revenus réguliers et contrairement aux plus-values justement qui baissent, qui montent, là, chaque année, j'avais une progression stable et je gagnais un petit peu plus. Eh bien, malheureusement, là, en 2024, j'ai décidé de faire un choix. Je pense que c'est pour la bonne cause, mais du coup, j'ai perdu 3 000 euros sur mes dividendes. Cette baisse, en fait, elle s'explique parce qu'en 2024, j'ai transitionné l'intégralité de mon portefeuille vers des actions de type 2.0. Avant, j'étais sur les actions de type 1.0. J'ai mis quelques exemples, Realty Income, Johnson & Johnson, UPS. L'avantage avec ces actions 1.0, évidemment, c'est que les rendements en dividendes sont plus intéressants. On est souvent sur des rendements entre 2 à 3% par an. Donc forcément, au premier abord, elle semble un peu plus sexy. Et dans ma stratégie de base, qui était de me dire je veux juste des dividendes sécurisés, je suis parti sur ces actions-là. Mais à force de recherche, j'ai découvert que ces actions 1.0, elles avaient un vilain secret. C'est leur performance en termes de plus-value. Généralement, on pouvait espérer entre 4 et 6% par an. Alors que sur des actions de type 2.0, certes, on commence avec un dividende qui est beaucoup plus faible, mais les gains en plus-value attendus sont beaucoup plus importants car ce sont des actions qui font beaucoup plus de croissance sur leurs bénéfices. Étant donné que leurs bénéfices grandissent plus rapidement, forcément, la valeur de leur cours en bourse augmente plus rapidement et également leurs dividendes vont augmenter plus rapidement. Donc, le rendement de départ est plus faible, mais sur le long terme, les actions 2.0 sont beaucoup plus gagnantes. Donc, j'ai mis quelques exemples ici d'actions technologiques comme Microsoft, Salesforce. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément de la technologie, mais c'est vraiment des business qui sont en pleine expansion. Je vous ai mis également Booking. Et donc, si on additionne ces choses-là, en termes de rendement total, et finalement, c'est ça qui nous intéresse, nous, quand on investit en bourse, c'est ce qu'on va gagner au total. Eh bien, avec les actions 1.0, on s'attend à un rendement entre 6 et 9% par an, ce qui est en dessous de la moyenne du marché, à nouveau, qui est entre 8 et 10% par an, si on investit sur un ETF, par exemple. Alors qu'avec les actions 2.0, on peut s'attendre à un rendement entre 12 et 15% par an. Et donc, voilà, quand on met vraiment tout sur le tableau, si on regarde que le dividende, forcément, on a envie d'acheter les actions 1.0. Mais quand on regarde la totalité, on a envie de se tourner vers les actions 2.0. Et donc, j'ai fait le sacrifice. J'ai dit, OK, Roman, tu acceptes de perdre des dividendes pour te tourner finalement vers des gains en plus-value plus importants et des gains totaux plus important. Bon, voilà, comme je vous l'ai dit, ça me fait mal, mais quand je regarde, au final, j'ai perdu 3 000 euros de dividendes sur l'année et j'ai gagné 138 000 euros de plus-value. Donc, on va dire que les choses se sont plutôt bien compensées. C'est la preuve que ma stratégie fonctionne. J'ai eu de la chance de ne pas tomber sur une année de baisse parce que si non seulement mes dividendes avaient baissé et ma plus-value aussi, ça aurait peut-être été plus dur à accepter. Là, on voit finalement que les dividendes, à nouveau, c'est une toute petite partie de mes gains et j'ai gagné énormément à me positionner sur des actions qui avaient des plus fortes croissances. Bon, pour autant, les amis, j'oublie pas les dividendes. Les 9 actions que j'ai en portefeuille, ce sont encore des actions à dividendes et elles ont eu globalement une augmentation assez intéressante de dividendes cette année, plus 10%.
Donc je l'ai dit, j'en ai 9. On en a 3 qui ont obtenu une augmentation parfaite, donc plus de 10%. On a un plus 11%, plus 13%, plus 15%. 2 actions qui ont une augmentation un petit peu décevante, un plus 1% et un plus 4%. C'est des actions que je vais potentiellement remplacer, en tout cas que je surveille de près. Et dans le portefeuille, on a également 3 nouvelles actions à dividendes. Donc, ce sont des entreprises qui ont déclaré leurs dividendes cette année. C'est le tout premier. Donc, on ne peut pas encore calculer d'augmentation, mais j'ai hâte de voir si en 2025, elles augmentent bien leurs dividendes à plus de 10% par an. Un élément qui a quand même bien compensé les choses pour moi, ce sont mes gains en intérêt. Vous le savez probablement, depuis 2022, les taux d'intérêt sont remontés. Et du coup, désormais, quand on laisse un petit peu de l'argent sur des comptes d'épargne, on gagne un petit peu d'argent. Vous le saviez, en 2020, le livret A a été à 0,25% et tout d'un coup, là, on est plutôt sur des 2-3%. Donc, ça commence à devenir intéressant, en particulier avec le dollar. Sur le dollar, on est entre 4 et 5%. Et vous voyez que mes gains d'intérêt, notamment en plaçant mon épargne sur Interactive Broker, m'a permis quand même de générer pas mal d'argent, 5 000 € d'intérêt en 2024. Donc, ça a un petit peu compensé les pertes de dividendes. J'ai perdu 3 000 € en dividendes, mais j'ai gagné 5 000 € en intérêt. Le fonctionnement d'Interactive Broker, c'est vraiment une plateforme intéressante si vous avez beaucoup de cash comme moi, puisque c'est c'est au-dessus de 10 000 $ en trésorerie que Interactive Broker commence à vous payer les intérêts. Donc, c'est des intérêts à 3,8% par an. Donc, c'est super parce qu'on laisse l'argent sur un compte et on reçoit chaque mois des intérêts. Donc, j'aime beaucoup cette approche-là. Mais vous avez plein d'autres solutions qui ne vous demandent pas forcément d'avoir 10 000 $ sur votre compte. Vous pouvez utiliser les services de Revolut, de Wise. Vous avez aussi tout, évidemment, les livrets bancaires, livret A, livret bleu. Si vous avez des revenus plus faibles, il ne faut pas aussi hésiter à ouvrir un LEP qui a un rendement souvent plus élevé que le livret A. L'idée, en fait, c'est que dans la partie cash de votre patrimoine, il faut se dire « je veux laisser le minimum possible dans les comptes courants » parce que les comptes courants, ça rapporte 0%. Et les comptes rémunérateurs que je viens de vous citer, eux, ils vont souvent vous rapporter 2 à 3% par an sans prendre aucun risque. Donc, c'est juste de l'argent bêtement perdu de laisser de l'argent sur les comptes courants. Évidemment, parfois, il faut toujours en laisser un petit peu. Mais au maximum, on essaie de mettre ça sur des comptes rémunérateurs. Parfois, ça va être plus compliqué en pro. Par exemple, quand vous êtes en pro, on va des fois vous demander des comptes à terme. Donc, il faut bloquer l'argent. Donc, des fois, il y a des petites contraintes. Mais il faut essayer de chercher parce que ça se développe de plus en plus des solutions qui agissent quasiment comme un compte courant. Mais en plus, ça vous rapporte 2, 3, voire même 4% par an si vous êtes en dollars. Et donc, pour moi, il faut vraiment en profiter parce que c'est des revenus, entre guillemets, gratuits. Le seul risque sur ces revenus-là, c'est si jamais un État fait faillite et donc il ne peut pas rembourser le taux à court terme que vous lui prêtez, mais sachant que vous prêtez en plus sur du très court terme. Donc, on peut dire que le taux d'échec est de quasiment 0. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça le taux sans risque. Donc vraiment, profitez-en et faites le calcul. Regardez quand vous regardez votre patrimoine. Essayez de séparer, ok, voilà le cash qui est sur des comptes courants qui ne fructifie pas et voilà le cash qui fructifie. Les intérêts sont donc une nouvelle source de gains pour moi sur mon compte de bourse. Mais vous voyez que ça représente encore une toute petite partie. On a 8% de gains en dividendes, 1,5% en intérêts. Et la grande majorité de mes gains, sur ces 355 000 € de gains, sont provenus des plus-values. C'est 90% de mes gains. Depuis tout à l'heure, je vous parle des gains en euros parce que évidemment c'est le plus concret, c'est ce qui va le plus nous intéresser. Mais en bourse, on va également regarder la performance de ces actions, notamment par rapport aux indices. Si comme moi, vous allez sélectionner vos propres actions, c'est important de savoir si vous faites mieux ou moins bien que l'indice de référence que vous cherchez généralement à battre. Donc moi qui ai principalement des actions américaines, je vais me comparer au fameux S&P 500 qui est juste ici. Et vous voyez que ce qui est génial avec Interactive Broker, c'est malheureusement pas proposé sur tous les courtiers, notamment les néo-courtiers comme Trade Republic. C'est que ici, on peut voir tout de suite d'un seul clin d'œil la performance de son compte depuis le début. Donc vous voyez, si je zoome un petit peu, j'ai la performance depuis décembre 2019. Donc, je vous ai dit que j'avais démarré en juin 2017, mais j'ai dû transférer mon compte Interactive Broker parce que j'ai changé de résidence fiscale en 2019 et malheureusement, Interactive Broker ne m'a pas gardé les anciennes performances. C'est dommage, ça aurait été intéressant de voir depuis 2017. En tout cas, voilà quand même ma performance depuis décembre 2019 en Time Weighted Return par rapport au S&P 500. Donc, je suis assez content puisque sur cette période, mon portefeuille a fait mieux que le S&P 500, plus 111% versus plus 89% pour le S&P 500. Pour autant, ce n'est pas le compte idéal pour moi pour mesurer ma performance et ça pour 2 raisons. La première, c'est que je n'ai cherché activement à battre le S&P 500 qu'à partir de 2023, lorsque j'ai lancé justement ce fameux portefeuille 2.0. Avant, avec le portefeuille 1.0, finalement, je ne cherchais que des dividendes sécurisés. Je ne me comparais pas forcément à un indice, je ne cherchais pas à le battre.
Et la deuxième raison, j'en ai parlé aussi, c'est que je stocke une partie importante de mon épargne de sécurité sur ce compte Interactive Broker, plus de 100 000 euros, ce qui va forcément ralentir ma performance par rapport à l'indice qui, lui, est 100% investi. Donc voilà, sur le compte, moi, je suis à 80% en actions et 20% en cash, alors que l'indice, il est 100% en actions. Et c'est pour ça qu'en janvier 2023, afin d'obtenir une comparaison qui soit plus juste, j'ai lancé le portefeuille Trident 2.0. J'ai ouvert un nouveau compte sur Interactive Broker. Encore une option très pratique de ce courtier, vous pouvez ouvrir des sous-comptes à l'intérieur de votre compte principal, ce qui vous permet de mesurer la performance de différentes stratégies. Vous pourriez par exemple avoir un compte qu'avec des ETF et un compte qu'avec des actions individuelles. Et en vous connectant sur votre compte, vous voyez directement quel portefeuille performe et quelle est la performance que vous avez obtenue par rapport à différents indices. Vous voyez que celui-ci a aussi battu le S&P 500 depuis son lancement. C'est un petit peu logique puisque je vais acheter les mêmes actions que sur le compte Freedom, simplement avec des montants plus faibles. Sur ce compte, je dépose 500 € par mois et j'achète chaque semaine 100 $ d'une action Trident. Donc ce compte, il a démarré le 1er janvier 2023. En tout, j'ai déposé 12 123 € dessus. Et aujourd'hui, ce compte vaut 15 902 €. On est donc à plus 3 815 € de gain, plus 25% en 2 ans. Je trouve ça vraiment pas mal pour un lancement, surtout que c'est un compte qui reflète un petit peu plus ce que les investisseurs dans la méthode Trident auraient pu mettre, puisqu'à nouveau, on est sur un dépôt moyen de 500 € par mois. Et j'avais fait un sondage, mes clients, c'est à peu près ce qu'ils investissent chaque mois en bourse. Et voilà donc le même graphique que pour mes comptes principaux, mais uniquement pour ce compte-là. Vous voyez que ça fait plaisir, celui-ci, il est directement parvenu à se séparer de la ligne rouge des dépôts. Donc assez rapidement, on a pu générer des gains. On va voir si on maintient ça sur le long terme. On a quand même eu 2 années de hausse sur les marchés, donc c'est possible que ça baisse pendant un certain temps. Mais pour l'instant, sur ces 48 mois d'exploitation, je suis très content. Si on démarre bien la performance en TWR au 1er janvier 2023, donc à partir du moment où j'ai concrètement acheté les actions, voilà ce que ça donne. Le S&P 500 est à 63,02% de performance et le portefeuille Trident 2.0 est à 77,2% de performance. Donc actuellement, on est à 14 points au-dessus de celui-ci. Si on regarde la performance année après année, on a fait une superbe année 2023 puisqu'on avait pris quasiment 19 points d'avance par rapport au S&P 500. Et en 2024, on a fait un petit peu moins bien que celui-ci, environ 5 points de moins. Donc l'avantage, c'est qu'on avait vraiment creusé la différence en 2023. Donc cette sous-performance de 2024 qui est plus petite fait que quand même, dans la globalité, on reste en surperformance par rapport à celui-ci. Évidemment, on ne va pas pouvoir battre le S&P 500 chaque année. Donc ce qui compte, c'est est-ce qu'on parvient à le battre sur une période assez longue. Mon objectif personnellement, c'est de le battre sur 5 ans. Donc pour l'instant, ça fait 2 ans, on y est arrivé, on va voir si on continue. Et voilà un petit tableau avec un graphique qui vous montre l'évolution de la surperformance du portefeuille Trident par rapport au S&P 500 en fonction du temps. Donc on voit que le pic a été atteint en novembre 2023, on était à plus 20 points. On voit que début 2024, ça a été un petit peu dur. Et dernièrement, on a une petite reprise, ce qui nous permet de terminer l'année avec 14 points d'avance. Je vous ai dit qu'on avait 9 actions à l'intérieur de ce portefeuille. Voilà leur performance. L'action qui a le mieux performé pour nous a rapporté 53% et celle qui pour l'instant le moins bien performé nous a rapporté 5%. Mais attention parce que toutes ces actions n'ont pas le même jour de possession moyen. Vu qu'on fait du DCA et qu'on achète chaque semaine, il y a des positions qui sont nouvelles dans le portefeuille. On en a rajouté 5 nouvelles en 2024 et il y en a certaines qui datent de 2023. Donc vous voyez ici le jour de possession moyen sur chacune des actions et vous voyez qu'il y a une certaine logique. Plus ça fait longtemps qu'on a l'action au portefeuille et plus généralement on va avoir atteint une performance importante. Mais vous voyez qu'on a quand même quelques cas marginaux comme cette action qui nous a rapporté 33% en seulement 166 jours. Et au contraire, cette action qui nous a rapporté que 14% en 318 jours. Évidemment, 14% en 318 jours, ça reste tout à fait correct pour de la bourse. Mais par rapport aux autres, on voit qu'elle s'est moins appréciée. On voit que généralement, quand on a plus de 300 jours de possession, on a des performances plutôt autour des 20-30%. Donc vraiment, c'est intéressant comme ça d'avoir ce jour et ce temps de possession moyen sur vos actions. Parce qu'à nouveau, si vous avez fait 100% sur une action, c'est bien. Mais est-ce que vous l'avez fait en 2 ans, en 5 ans, en 10 ans, en 20 ans? Si vous avez fait 100% en 20 ans, finalement, ça ne fait pas une performance superbe. Si vous l'avez fait en 5 ans, tout d'un coup, c'est plus intéressant. Et c'est pour ça que sur le système de suivi de l'app Trident, on vous a rajouté un pourcentage de performance annualisé, ce qui vous permet justement de voir quelles sont vos actions qui vous ont rapporté le plus
en le moins de temps. Donc on annualise finalement la performance et vous voyez qu'une performance de 33% en 66 jours, ça équivaut à une performance de 87% par an. Alors ça ne veut pas dire qu'on va vraiment faire 87% par an parce qu'évidemment, il va falloir voir la performance sur le plus long terme, mais ça donne une idée. Et au contraire, celle qui a fait 14% en 318 jours, on voit que ça fait une moyenne de 16% par an. Donc voilà, je trouve une option très pratique pour voir un petit peu la performance annualisée de vos actions. Et là, on voit que le portefeuille a vraiment super bien performé sur ces 2 années, puisque à nouveau, l'action qui a la performance annualisée la plus basse, c'est 16% par an, ce qui est à nouveau excellent. Ok les amis, on a bien parlé des résultats de 2024. Intéressons-nous maintenant aux objectifs pour 2025. Professionnellement parlant, j'en ai 2. Le premier, c'est de continuer de battre le S&P 500 grâce à une sélection exigeante d'actions. Donc on a vu qu'en moyenne, sur les 2 dernières années, on est parvenu à le battre. Mais évidemment, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. On a vu que cette année, on a une performance un petit peu en dessous de celui-ci. Donc, je vais redoubler d'efforts, continuer d'analyser plein d'entreprises qui ont vraiment des croissances supérieures au marché et qui ont donc le potentiel de le battre sur les 5 prochaines années. Et évidemment, je serai là chaque année pour vous montrer sur cette chaîne les résultats de cette sélection d'actions. Et mon deuxième objectif, c'est de continuer de développer l'App Trident pour vraiment en faire l'outil de référence pour les particuliers qui souhaitent améliorer leur performance en bourse. C'est vraiment l'outil que j'aurais adoré avoir lorsque j'ai démarré. Ça m'aurait évité de faire plein d'erreurs bêtes qui m'ont fait perdre de l'argent et ça m'aurait permis tout de suite de me positionner sur des actions qui ont beaucoup plus de potentiel. Je suis très content parce qu'on a rajouté plein de choses sur l'App Trident en 2024. On a créé une page qui vous recommande des actions Trident en fonction de celles que vous avez déjà en portefeuille. On a rajouté un screener avec plus de 2200 actions en bourse qui sont notées sur 30 critères fondamentaux. On a également sorti cette page benchmark qui vous permet justement de comparer votre portefeuille à la moyenne d'un indice comme le S&P 500, ce qui vous permet justement de vérifier si vos actions ont bien des croissances de bénéfices supérieures au marché, parce que c'est vraiment comme ça qu'on parvient à obtenir des meilleures performances. Et enfin, je vous l'ai montré, on a sorti cette page portefeuille qui vous permet d'aller mesurer votre performance à la fois brute et également en annualisé. Incroyable, on est en hiver et pourtant le soleil se lève. Ça fait plaisir d'avoir quand même un petit peu de soleil en ce moment. Mais c'est pas forcément durant une vidéo qu'on a envie de l'avoir. Alors je baisse un petit peu, j'espère que vous me verrez quand même toujours. Donc yes, je vous disais, en 2025, j'ai envie de continuer d'améliorer cette App Trident en lui rajoutant des fonctionnalités utiles dans la vie d'un investisseur, des fonctionnalités qui vont vraiment être pratiques et qui vont vous permettre de faire des meilleurs choix d'investissement. Je vous fais un petit teasing ici, on a une page valorisation qui arrive bientôt qui vous permettra de voir à la fois si l'entreprise a une belle croissance de ses bénéfices et également est-ce qu'elle est à un prix intéressant en ce moment par rapport à ses bénéfices. C'est une grosse amélioration par rapport au fait de regarder juste le prix de l'action, mais je vous en parlerai mieux dans une prochaine vidéo. En parlant de vidéos, voici les stats de la chaîne YouTube en 2024. 346 000 vues, 50% de plus que l'année dernière. Donc vraiment, merci à vous pour votre soutien. La chaîne s'est bien développée. J'ai essayé d'être un peu plus régulier en termes de vidéos par rapport aux années précédentes. C'est jamais facile parce qu'il faut aussi que je passe du temps évidemment à analyser des actions, à améliorer l'app. Donc je gère un peu 3-4 métiers en même temps. Pas toujours simple, mais je suis content quand même. 19 vidéos publiées cette année. Voici les 3 qui ont eu le plus de vues, donc qui vous ont probablement le plus plu. On a la vidéo bilan de l'année dernière. On a cette vidéo où je vous expliquais justement le changement de stratégie entre le portefeuille Trident 1.0 et 2.0 et la vidéo qui est venue célébrer le passage du million d'euros en patrimoine. Pour 2025, je vais essayer de continuer sur ce rythme-là. Je vais essayer de publier 2 vidéos par mois, ce qui devrait faire une vingtaine de vidéos dans l'année. En fait, je vais alterner entre une semaine où je vais me concentrer sur la production de vidéos sur YouTube et une semaine où je vais me concentrer sur l'amélioration de l'App Trident et la sélection d'actions à l'intérieur du portefeuille. Depuis le début de cette vidéo, on parle de résultats et d'objectifs financiers parce que c'est le sujet de cette chaîne. Mais évidemment, c'est hyper important de relier ces objectifs financiers à des objectifs plus personnels. L'argent, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen d'atteindre ces autres objectifs de vie. Donc voilà un petit point sur mes objectifs personnels. Cette année, j'ai eu 30 ans et du coup, c'était assez intéressant de me dire quels seraient mes objectifs sur les 10 prochaines années. Je vous ai dit que j'aimerais bien faire x10 sur mon patrimoine, mais je me suis aussi fixé des objectifs sur les autres grandes catégories de ma vie. Donc généralement, je sépare ça entre les objectifs professionnels et richesse, donc wealth, ensuite les objectifs de santé, health, et les objectifs de relation, ce que j'appelle love. Donc en termes de richesse, j'ai mis continuer de kiffer mon travail avec l'équipe qui m'entoure,
atteindre 10 000 membres sur la méthode Trident. À l'heure actuelle, on en a 1200, donc ça ferait un joli x10. Gagner 20 000 € par mois en France. Donc je suis parvenu à l'étranger à gagner 20 000 € par mois, mais on sait qu'en France, il y a beaucoup plus d'impôts, donc ça va être plus challengeant. On va voir si je vais y arriver. Et je vous en ai parlé, atteindre les 10 millions d'euros en bourse, donc à 40 ans. En termes de santé, j'ai vraiment envie de miser sur la longévité. Donc vraiment prendre soin de ma santé, avoir un superbe sommeil, bien manger, des choses qui apportent vraiment des nutriments, éviter tout ce qui est fast-food, tout ce qui est vraiment de la bouffe qui ne va pas faire du bien à mon corps. Et évidemment, workout. Donc les workouts, j'aime toujours la gymnastique, la souplesse, me sentir bien et vivant dans mon corps. C'est hyper important. J'aimerais qu'à 40 ans, je me dise waouh, je suis en meilleure forme physique que quand j'avais 30 ans. Et clairement, ça va être un challenge puisque vous avez dû le voir, j'ai déjà perdu un petit peu de vision à force de bosser. De 20 à 30 ans, je vous en parlais juste après, j'ai quand même beaucoup charbonné, j'ai fait beaucoup de sacrifices. Et donc, c'est important pour moi maintenant de rééquilibrer un petit peu la balance. Et du coup, en termes de love, eh bien, j'aimerais fonder une famille. Je me marie cet été avec l'amour de ma vie. On est depuis 10 ans en relation, donc ça va être superbe de célébrer tout ça. Probablement des enfants qui vont arriver dans la foulée. Et essayer durant ces 10 ans d'avoir un maximum d'expérience avec mes amis que j'ai probablement un petit peu négligé justement sur la décennie précédente. Donc j'ai envie qu'on se loue pendant 2 semaines des Airbnb, des logements et qu'on puisse kiffer ensemble, passer du bon moment ensemble. Je pense qu'à la fin de sa vie, les meilleurs souvenirs qu'on gardera, ce sont les moments de qualité qu'on a passés avec les proches, avec les gens qu'on aime. Donc j'ai vraiment envie de ne pas négliger ça comme le font beaucoup d'entrepreneurs et c'est pour ça que je le marque comme objectif et j'ai également envie de dépenser mon argent là-dedans. Je pense que c'est vraiment un très très bon investissement quand on peut utiliser l'argent finalement pour vivre des expériences avec ses proches. Donc c'est vraiment quelque chose que je vais essayer de faire sur cette décennie. Là, vous vous demandez peut-être pourquoi je me fixe des objectifs sur 10 ans plutôt que sur 1 an. C'est vrai que classiquement on se dit plutôt les objectifs de l'année plutôt que les objectifs sur 10 ans. Mais je pense qu'en fait, on surestime ce qu'on est capable de faire en 1 an et on sous-estime ce qu'on est capable de faire en 10 ans. Je vous invite à faire cet exercice, je l'ai fait moi-même et j'ai trouvé que c'était surprenant, c'est de repenser aux objectifs que vous aviez il y a 10 ans. Alors si comme moi, vous avez la chance d'avoir des petits carnets, vous pouvez les retrouver. Et généralement, vous allez voir que vos objectifs d'il y a 10 ans, vous les avez largement dépassés. Donc en fait, quand on visualise sur 10 ans, c'est assez incroyable les changements qui peuvent s'opérer. On peut vraiment devenir une toute autre personne en 10 ans si on se fixe les bons objectifs et qu'on y travaille. Moi, je me souviens que quand j'avais 20 ans, j'avais 3 grands objectifs. Le premier, c'était de pouvoir vivre de mon business en ligne. Le deuxième, c'était d'explorer le monde, faire plein de voyages. Et le troisième, c'était rencontrer une fille. Et vraiment, j'ai atteint ces 3 objectifs haut la main, puisque mon objectif de rêve avec mon business en ligne, c'était 3 000 € par mois. Et finalement, je me suis retrouvé à gagner beaucoup plus. J'ai voyagé à travers le monde, donc je suis allé aux États-Unis, je suis allé en Thaïlande, je suis allé au Costa Rica, je suis allé vivre dans 2 pays différents, donc je me suis même expatrié. Et j'ai rencontré l'amour de ma vie l'été sur lequel je me suis fixé cet objectif. Et ça fait 10 ans qu'on est ensemble et cet été, on va se marier. Donc voilà, tout ça pour vous dire, finalement, quand on se fixe des objectifs, il faut être patient et se dire que sur 10 ans, vraiment, tout est possible. Donc, il ne faut pas hésiter à rêver grand et c'est pour ça que j'ai essayé de me fixer des objectifs un peu x10 par rapport à ce que j'ai aujourd'hui. Bon, si on retourne sur des objectifs un peu plus concrets en termes financiers, pour 2025, j'aimerais épargner 108 000 €. J'aimerais déposer sur mes comptes d'investissement 108 000 €, donc vraiment essayer de trouver le bon équilibre là-dessus. Je pense que j'épargnerai un peu moins que les autres années parce qu'avec le retour en France, je vais avoir un peu plus de charges administratives et j'aimerais atteindre un patrimoine de 1,5 million d'euros. Donc une appréciation de 400 000 €. Ça ne va pas être facile à aller chercher parce que avec mon épargne, je devrais gagner que 100 000 €. Mais peut-être que je gagnerai un peu plus sur l'épargne, peut-être que la bourse sera encore un petit peu en hausse, peut-être que je pense que c'est important de se fixer un objectif un peu plus élevé, même si à nouveau je ne l'atteindrai peut-être pas en 2025, peut-être que ça sera 2026, on verra. Mais en tout cas, les objectifs sont posés, hâte de vous faire la vidéo bilan de 2026. Voilà les amis, c'est tout du coup pour cette vidéo bilan, j'espère que c'était très complet, j'espère que vous avez apprécié la transparence, j'ai essayé de vous montrer les chiffres tels qu'ils sont, parce qu'en France, il y a un petit peu ce tabou, on n'ose pas vraiment parler d'argent et je pense que c'est pour ça qu'on a du mal à se développer financièrement parlant, parce qu'on n'a pas de vrais exemples qui nous montrent concrètement combien ils gagnent. Moi, je sais qu'en 2014, ce qui m'a vraiment lancé en fait dans l'entrepreneuriat et dans le fait de faire des business et d'investir, c'est justement des vidéos comme ça sur YouTube de gens qui montraient, j'ai acheté un parking, regarde, j'ai gagné tant avec ce parking et je me suis dit mais c'est génial, moi aussi je veux le faire. Donc j'espère que cette vidéo pourra motiver certaines personnes, que ça soit pour une réussite dans 1 an ou dans 10 ans. N'hésitez pas dans les commentaires à me partager vos résultats boursiers du coup sur l'année 2024 et également vos objectifs, qu'ils soient financiers ou plus personnels pour cette année 2025 et pourquoi pas sur les 10 prochaines années.
C'était Roman, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao.